Bien, bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer ce conseil municipal qui se tient lui aussi à huis clos compte tenu des préconisations préfectorales. Donc, je fais l'appel. Frédéric Géat. Présent. Marie-Hélène Lajon. Présent. Lionel Rittner. Présent. Marie-Claude Garin. Présent. Hervé Delbecq. Présent. Alain Chady. Présent. Christine Guimouillard. Présent. Jocelyne Scapatura. Présent. Grégory Meyer, donc absent. Fabienne Salaman. Présent. Johan Zinopoulos. Présent. Sophie Guillot-Pivot. Présent. Anthony Bouvier. Présent. Aline Bossy. Présent. René Vial. Présent. François Manon. Présent. Johan Philimon. Présent. Et William Maire. Présent. Donc, le nombre de conseillers présents nous permettent d'ouvrir ce conseil municipal. Concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal, y a-t-il des questions, des remarques avant l'approbation? Oui. François? Oui. Donc, moi, j'ai lu, je n'étais pas présent parce que j'étais à une réunion du SIPTOM, et j'ai lu là, le compte-rendu et j'ai vu que donc, vous aviez voté contre la protection fonctionnelle de M. Vial. Je suis absolument scandalisé, voire choqué d'une telle réaction parce que comprenez que vous représentez quand même la mairie, et c'est la mairie qui ne protège pas un élu dont sa seule faute a été de protéger du personnel. Franchement, j'ai du mal à comprendre une telle attitude. Et ce que ça implique, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec vous, les autres élus ne sont pas protégés non plus. Vous me demandez de prendre des responsabilités, par exemple, comme on n'est pas d'accord, je ne bénéficierai pas de la protection si j'ai un problème. Pour moi, c'est scandaleux, une telle décision prise, et c'est irresponsable. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une affaire de personne, et c'est un petit peu en ce moment la chasse aux sorcières. Vous me faites un peu penser au groupe de jeunes qui a agressé le petit Dimitri. Vous êtes tous dessus, M. Vial, parce qu'il a fait des choses qui ne vous plaisent pas. Et là, franchement, je vous demande franchement de vous ressaisir et de trouver l'origine de cette agressivité qui a commencé depuis 2014. Voilà. J'ai encore plein. Alors, oui, je suis tellement choqué. Alors, vous lui reprochez d'avoir attenté à une action en justice pour le résultat des élections. Ça, c'est votre gros reproche. Mais moi, je trouve tout à fait normal. On est tous ici, on sait tous que le Covid a influé sur les élections. Donc, ce qu'a fait M. Vial, il a demandé au tribunal de statuer si les élections étaient légitimes ou pas. Il vous a jugé légitime, très bien, tant mieux pour vous. Mais a priori, ça vous affecte beaucoup. C'est qu'au fond de vous-même, est-ce que vous vous sentez vraiment légitime de cette fonction? Alors, voilà. Si vous vous adressez à moi, oui, je me sens tout à fait légitime. Donc, voilà, oui, c'est un peu la méthode pour aussi. Oui, François, par rapport à là, on ne va pas refaire le conseil de la dernière fois ni la discussion. Oui. Donc, par rapport à cette affaire-là, le compte rendu rend compte des discussions qu'il y a eu. Oui, oui. Donc, là, ce que je demande, c'est s'il y a des remarques par rapport à ce compte rendu. Oui, ouais, bon. Donc, ce n'est pas sur le fond, même si la parole est tout à fait libre et acceptable. Voilà. Donc, par rapport au compte rendu, je crois que je m'adresse aux personnes présentes. Oui, parce que moi, le compte rendu est quand même très proche, enfin, conforme à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des remarques à ce niveau-là? Moi, je vais juste, si vous me permettez, dire que nous ne sommes pas consultés depuis l'avant-dernier conseil municipal. J'apprécie, je le dis, l'intervention de François, tout à son honneur. Maintenant, si vous voulez, en fin de conseil municipal, je prendrai la parole à ce propos, si vous permettez. Alors, dans les questions diverses. Très bien. Donc, le compte-rendu est approuvé et nous allons ouvrir ce conseil municipal. Alors, nous allons commencer par les décisions. La première décision, numéro 2021-1, concerne le contrat de l'entretien de la mairie. Il était nécessaire effectivement de confier le ménage et l'entretien de la mairie à une entreprise privée pour
parce que, compte tenu des travaux qu'il y avait dans la mairie, c'était le moment de prendre cette décision. Alors, nous avons consulté plusieurs entreprises, Bio, EFS et Adélie. À la suite de ces rencontres, nous avons décidé de signer un contrat d'entretien avec la société Bio Nettoyage. Donc, ce contrat a pris effet le 1er janvier 2021 pour une année. À la fin de l'année, de toute façon, les contrats s'arrêtent et on refait un appel d'offres. C'est ça, Stéphanie, hein, pour l'ensemble des locaux de la mairie. L'entretien sera fait pour un tarif de 488,33 € par mois. La deuxième décision concerne un contrat qui a été passé qui concerne les autocontrôles au restaurant scolaire. En fait, comme voilà, tous les restaurants scolaires, nous sommes soumis à un contrôle d'hygiène alimentaire et nous avons donc signé un contrat avec le laboratoire vétérinaire départemental de l'Isère pour qu'il puisse réaliser ces contrôles, notamment un par trimestre. Donc, c'est un contrat qui a pris effet lui aussi au 1er janvier 2021 et qui perdurera jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, je ne peux pas vous donner là un tarif ferme des prix puisque ça dépend du nombre d'échantillons qui sont prélevés. Bonsoir. La décision 2021-3, c'est une décision modificative à la demande de la trésorerie. Donc, tu veux expliquer? Donc, en fait, c'est une décision sur l'exercice 2020. C'est simplement une réaffectation une technique de crédit pour régler 160 € de charges financières. Voilà, c'est les intérêts de la ligne de trésorerie. Jusqu'à maintenant, on les payait un article qui s'appelle l'article 627, qui fait partie du chapitre 011, donc les charges à caractère général. Et les services de la perception nous demandent à ce qu'ils soient payés à l'article 6615, donc c'est-à-dire c'est le même type de chapitre budgétaire que pour les intérêts de la dette. Donc il y a un petit virement de crédit à faire, mais qui n'affecte pas du tout le résultat. Voilà. Donc là, comme on a pris sur les dépenses imprévues, on peut procéder par décision du maire. Voilà, donc c'est une décision qui concerne vraiment des lignes de trésorerie. Alors, les trois décisions suivantes, 2021, 4, 5 et 6, concernent des contrats de maintenance. La première concerne la maintenance de l'ascenseur de la mairie qui va être assurée par la société Otis parce que cette société a mis en service l'ascenseur au 21 octobre 2020 et dans le contrat qu'on a avec eux, la première année de maintenance est gratuite. Mais nous sommes obligés de passer un contrat néanmoins, même si c'est pour une maintenance gratuite. Donc, on a signé ce contrat, c'est-à-dire jusqu'au 20 octobre 2021. Et en cas de reconduction de ce contrat, il sera de 1 890 € annuels. Mais, on va voir pourquoi tout de suite après, il est précisé, je vous précise, que ce contrat ne sera pas reconduit et fera l'objet d'une résiliation dans le respect du mois de préavis. Alors, pourquoi ne serait-il pas reconduit? Parce qu'on en arrive à la décision suivante qui concerne le contrat de maintenance des divers ascenseurs de la commune, c'est-à-dire l'ascenseur de la médiathèque et l'ascenseur qui est dans le groupe scolaire. Donc, ce contrat de maintenance de ces ascenseurs est passé avec l'entreprise Connaît et prend fin le 31 décembre 2020.
et il nous propose de souscrire un contrat de maintenance. Alors, pour les 2 ascenseurs de la médiathèque et de l'école, à partir du 1er janvier 2021, pour 1 800 € pour les 2 ascenseurs. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans et si à l'issue du contrat de maintenance par la société Otis pour l'ascenseur de la mairie, ils reprennent la maintenance de l'ascenseur de la mairie, ils nous proposent une redevance annuelle de 900 €. 900 € ou 1 890 €. Bon, le choix est quand même relativement vite fait et surtout, ça nous permet d'avoir la maintenance de tous les ascenseurs fait par la même société. Et le dernier contrat de maintenance concerne les rideaux métalliques. Alors, il y en a un à l'agence postale et un au local de l'ADMR. Et les 2 sont donc des propriétés communales. Il nous revient donc de souscrire un contrat de maintenance que nous avons également souscrit avec l'entreprise Coné à compter du 1er janvier 2021 pour un coût de 290 € pour les équipements donc du local de l'agence postale et de l'ADMR. Le contrat, là aussi, est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier passé. Voilà concernant les décisions. Alors, nous allons arriver, avant de parler des délibérations, à un point inscrit à l'ordre du jour qui ne fait pas l'objet d'une délibération. Il s'agit du rapport d'orientation budgétaire. Et là, je vais passer la parole à Frédéric. Oui, merci. Donc, aussi en préambule, préciser que nous devions voter ce soir le compte administratif. Tu voulais en parler après peut-être, non? Donc, on devait voter le compte administratif ce soir du budget principal et du budget annexe. On ne pourra pas le faire parce qu'on a des gros problèmes de logiciel. Je te laisse 30 secondes la parole. Alors, le compte administratif, on devait le voter ce soir et on ne le fait pas parce qu'on a des problèmes qui sont vraiment liés au logiciel de comptabilité que l'on a. Et malgré les appels téléphoniques, les mails, les relances, faites notamment par Stéphanie, nous n'avons toujours pas réglé le problème. Il ne s'agit absolument pas d'erreur de calcul, mais vraiment d'un problème mécanique de logiciel et qu'il faut absolument qu'on règle. Et il nous semblait important, même si les sommes varient peu, mais pour un budget, de toute façon, on doit tomber juste, on ne doit pas tomber ne serait-ce qu'à quelques centimes d'écart. Et même s'il s'agit de petites sommes, il nous a semblé important de ne pas donner des chiffres un peu erronés. Alors, excusez-moi, c'est un problème de logiciel interne à la mairie? Oui. Ou si c'est non, c'est le logiciel de comptabilité de la mairie. En fait, c'est certainement le paramétrage de la comptabilité analytique. Donc, en fait, les dépenses et les recettes elles sont bien passées avec des fournisseurs et des tiers, il n'y a aucun souci. Sauf que quand on fait des éditions, il y a certaines dépenses qui n'apparaissent pas parce que l'imputation, ils ne connaissent pas et tout. Donc, voilà, donc ça fait des écarts chaque fois et on ne tombe pas sur les bonnes sommes à la fin. C'est avec le nouveau fournisseur? C'est avec JVS. JVS, d'accord. Ouais, c'est avec JVS, donc, qui a été fourni de logiciel comptable depuis plusieurs années. Hein. 2018. Non, mais voilà. Non, mais avec le travail à distance actuellement, c'est assez. Ah non, mais là, c'est pire que le travail à distance. Oui, c'est tout à fait. Non, mais. Et surtout le fait qu'ils ne réagissent pas suffisamment vite, parce que c'est quand même important pour nous pour faire le budget. Et aujourd'hui, quand on téléphone justement pour différents travails, et vous tombez avec des gens, vous entendez des chiens qui aboient ou des gamins qui pleurent, etc. Là, c'est même pas ça. Là, non, là. Non, mais je veux dire par là, si vous voulez que les gens ils travaillent chez eux à distance et que ce n'est pas toujours très, très favorable. Oui, mais bon.
Mais nous, de toute façon, oui, il y a un produit, il y a un service et nous, on compte dessus. Alors, je voulais juste en profiter pour dire un tout petit peu, rappeler ce qu'était le compte administratif que l'on doit faire avant de voter le budget, finalement. C'est le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte, on doit rendre compte tous les ans des opérations budgétaires qu'on a exécutées. Donc, c'est ce qui constitue finalement l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice budgétaire. Et ça doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année N+1. C'est-à-dire que pour l'année 2020, ça doit intervenir au plus tard fin juin. Mais pour établir le budget, ben voilà, tout semblait d'aplomb pour qu'on puisse le faire dès maintenant. Et à cause de… Enfin, j'insiste vraiment sur le fait qu'il s'agit d'un problème de logiciel et surtout de la maintenance, enfin du support qu'ils sont censés nous apporter. Voilà. Est-ce qu'il y a un délai supplémentaire cette année pour la clôture? Non, c'est 30 juin. Mais 30 juin, on y sera, Benjamin. Alors, en fait, on pourrait même voter le budget sans avoir fait le compte administratif avant. Mais globalement, on fait les deux opérations ensemble parce qu'on connaît le résultat, donc on peut tout de suite le réaffecter. Voilà. Donc, alors, par contre, le budget, on a l'obligation de le voter avant le 15 avril. Voilà. C'est-à-dire, tu peux me passer ton PC. Je vais quand même vous donner quelques éléments de chiffres sur le compte administratif. On les détaillera la dernière. Voilà, comme tu veux. Mais cette histoire de logiciel, ça se passe à tout le monde et notamment en Stéphanie et Yannick, parce que c'est assez ahurissant de voir des chiffres qui sont pas… Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, sur l'année 2020, on a un excédent de fonctionnement de l'exercice de 201 960,30 €. Donc ça, c'est l'épargne que l'on fait entre les charges de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Nous avons un déficit d'investissement de 391 589,74 €. Donc c'est tout à fait la même chose. C'est la différence entre les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Ce qui nous fait, donc vous constaterez qu'on a un déficit d'investissement supérieur à l'excédent de fonctionnement. Il faut rajouter à cette mécanique, mais on les détaillera la prochaine fois, les résultats antérieurs, donc que ce soit les résultats… Oui, non, mais on précisera la prochaine fois. Les résultats reportés des années antérieures. On rajoute à ça ce qu'on appelle les restes à réaliser. Donc les restes à réaliser, ce sont ce qui a été prévu et engagé, commandé, si vous voulez, sur l'année 2020 et qui va être payé en 2021, ou qui a été prévu en 2020 et que nous percevrons en 2021, comme les subventions. Tout ça pour dire que globalement, donc ce sont à peu près les chiffres que vous avez eus dans la note de synthèse. Une fois qu'on a compilé un peu tous ces chiffres, l'excédent final de l'année 2020, il est autour de 100 000 €. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a réussi à dégager une fois pris en compte les déficits de l'année et surtout les déficits antérieurs et en tenant compte des restes à réaliser. Voilà. Mais on détaillera plus précisément lors de la prochaine séance avec des chiffres justes. J'ai oublié de nommer le secrétaire de séance. Oui. Alors, nous en étions… je crois que c'est Jocelyne, la suite. C'est bon? Bon. Merci. Voilà, donc je vais revenir sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc, vous avez vu le document par mail, un peu de temps après la note de synthèse, donc je ne vais pas revenir sur les premiers paragraphes, notamment les éléments de contexte économique, les éléments de contexte liés aux collectivités locales, parce que bon, c'est des choses qui sont quand même très générales. Les mesures de la loi de finances
Même chose, je ne vais pas vraiment développer parce que ça reste quand même des généralités. Je vais tout de suite aborder la question des recettes. Donc, bon, bien entendu, la commune n'augmentera pas ses taux pour l'année 2021. Donc ça, c'est un postulat que nous continuerons à suivre. Actuellement, nous n'avons pas encore le montant des bases et des produits fiscaux. Chaque année, il y a une petite évolution liée à l'évolution des bases. Donc, on espère qu'elle soit la plus importante possible. Les autres recettes que l'on perçoit, les autres fiscales, ce sont la taxe sur la consommation finale d'électricité. Donc, en 2020, on a perçu 47 871 précisément pour cette taxe-là, donc au lieu de 50 000 euros. Et on a perçu une taxe qui s'appelle la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. Donc, on ne la touche pas chaque année, mais quand un terrain est vendu et qu'il avait été constructible depuis moins de 20 ans, je crois, il y a une taxe qui s'impose. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on prévoit généralement pas parce que c'est très difficile à estimer. Voilà. Donc ça, c'est sur les recettes fiscales et la fiscalité directe. On peut retenir que l'indicateur d'effort fiscal, c'est-à-dire la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés, elle est de 0,89. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la moyenne nationale. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut augmenter, hein, mais c'est un chapitre. C'est une indication. Les autres recettes de fonctionnement, ce sont la dotation globale de fonctionnement, donc la dotation forfaitaire, qui, après plusieurs années de baisse relativement conséquente, est relativement stable. Ce qu'on peut dire en matière de recettes de fonctionnement pour conclure ce chapitre, c'est que entre ce que nous avions budgétisé lors du vote du budget primitif et ce que nous avons effectivement reçu, nous avons un différentiel de 40 000 euros. Donc, ce qui est sur un budget d'1 million d'euros, c'est quand même des estimations plutôt correctes. Donc en 2021, on espère pour ces recettes de fonctionnement un retour à des niveaux antérieurs pour les produits et les services, parce qu'en 2020, nous avons on a une diminution des recettes liées à la cantine, au centre de loisirs, mais liées principalement à la crise de la Covid et surtout au premier confinement. Nous avons demandé la dotation de l'État pour prendre en compte la scolarisation obligatoire des enfants de 3 ans, donc, et notamment la prise en compte du forfait que nous versons à l'OGEC. Donc là aussi, c'est passé beaucoup d'énergie de la part de Stéphanie, notamment pour percevoir cette dotation de l'État auprès des services de la TASDEN. Donc, je pense qu'on est en bonne voie. Voilà. Et puis, nous avons perçu aussi cette année, de la part de la communauté de communes, le remboursement du entre guillemets déficit du centre de loisirs, parce que la commune gérant pour le compte de la communauté de communes le centre de loisirs, le Moulin, il y a des compensations financières par les bailleurs. En matière de dépenses, en dépenses réelles de fonctionnement, donc nous avons les dépenses de personnel qui représentent 45% des dépenses réelles de fonctionnement. Et puis nous avons ce qu'on appelle les charges à caractère général, et c'est principalement sur ces charges que nous pouvons essayer de faire des économies. Les sources d'économies que nous avons identifiées, c'est les fluides, notamment l'éclairage public, mais pas que. Hein. Quand on dit fluide, c'est essentiellement toute la consommation électrique, fuel, eau aussi, et puis gaz, enfin énergie. Il y a certaines dépenses de sous-traitance, ce qu'on appelle sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui auparavant étaient effectués par des entreprises extérieures. Nous souhaitons de plus en plus faire monter les services techniques, non seulement en compétences, mais aussi en implication, et leur faire un grand nombre de travaux. Hein, Lionel, c'est un de ses combats quotidiens. Donc, en matière d'aménagement des espaces verts, de rénovation des logements, voire peut-être à court terme des changements d'ampoules ou de LED en louant une nacelle, toutes ces dépenses que nous faisions externaliser, nous pourrons les faire par les services techniques. Donc, c'est toujours ça de gagner. Allez, permettez, quand vous dites c'est toujours ça de gagner, si ce n'est pas fait par des entreprises, c'est votre choix.
mais c'est fait par le personnel, et le personnel, écoute. Oui, mais il est déjà dans les charges. Oui, mais il est déjà dans les charges aussi, donc on le paye de toute façon. Non, parce que vous parlez de nacelle, donc ça veut dire que s'il y a un investissement à faire pour travailler à hauteur, il faut prendre une nacelle soit en location, soit à l'achat, et forcément que ça finit par coûter plus cher que de faire faire, par exemple. Ah non, ça je crois pas. Ah non, ça je crois pas. Ça... On rentre pas dans le débat, hein, je m'explique. Non, alors, non, parce que je pense que l'avenir nous dira. L'avenir nous dira, mais une location de nacelle, je pense que si on l'assure nous-mêmes, parce qu'il n'est pas question forcément d'acheter, mais si on loue une nacelle, ça nous reviendra beaucoup moins cher que de passer par une entreprise, parce que quand on voit les devis de certaines entreprises dans lesquelles la nacelle est facturée, c'est du simple au double. C'est facturé 100 € de l'heure, et nous, on est loué 100 € la journée. C'est ce qui est dit. Voilà. Et ça, excusez-moi, pendant que le personnel fait ça, il y a d'autres travaux qui ne sont pas faits. Est-ce qu'il va pouvoir assumer ces travaux? Parce qu'avant, il faisait comment? Il était occupé. Donc, si on lui rajoute des travaux, les travaux qu'il faisait antérieurement, ils vont être exécutés comment? Est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'une entreprise pour compenser? Réponds. Ok. Oui. Il n'est pas. On a pris cette direction dès le départ. Donc, la direction s'est embauchée au service technique et d'étoffer le service technique. Et en termes de coûts, c'est complètement avéré. Pour reprendre uniquement la question électrique, sur 2 ans et demi, sur 3 ans, Terrelec a facturé 100 000 €. D'accord, 100 000 €. Il y avait effectivement un peu de matériel, mais sur les factures, le matériel représente moins de 20%. Je pense qu'avec 80 000 €, on a de quoi payer du personnel pendant très longtemps. Voilà. Mais c'est un calcul qui a été fait. Et effectivement, à charge égale, il y a une problématique. Mais on a commencé à embaucher déjà, c'est une 3e personne en plus. Donc, ça rentre tout à fait dans le schéma et sur lequel on avait. D'accord. Vous augmentez le personnel. Comment? Vous augmentez le personnel. Oui. Voilà. Okay. Oui, c'est un choix. C'est un choix parce que je me disais, si on reste avec la même charge de personnel et qu'on ajoute des travaux, normalement, où il ne faisait rien. Non, c'est pas ça. Puis après, on en a parlé. Il y a une réorganisation. Il y a des choses qui étaient faites par le personnel et qui peut-être prenaient du temps, qui sont peut-être plus obligatoires ou peut-être organisées différemment, prennent un peu moins de temps. On est tout d'accord. Voilà. Non, mais c'est un choix politique qu'on assume. Hein. Après, il y a les normes, il y a les formations. Mais il y a, je pense qu'il y avait travaillé, mais on verra au bout du temps. Non, mais après, voilà, c'est vraiment. Moi, je pense qu'en interne, c'est pas mal aussi. Mais après, il faut avoir le nombre de personnel suffisant pour assumer tous les travaux dans les courants, plus ce qu'on aura. Voilà. Donc, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait. Donc, les autres sources d'économie, il y a eu les fêtes et cérémonies parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été annulées toujours en raison de la Covid. Nous avons par contre ce qui a été mis en place l'année dernière, on a quand même payé au moins 2 années de forfait à l'OGEC. Donc là, cette année, on paye tous les mois le forfait mensuel, ce qui fait que pour eux, ça les arrange, ils ont la trésorerie. Et nous, on est sûr de ne pas avoir des grosses sommes et puis des rattrapages à effectuer. Pardon, c'est ce que nous avions convenu. Hein, oui, non, mais dans votre mandat. Oui. Vous prenez la suite, c'est pas bien. C'est très heureux. Il n'y avait pas de raison. Hein. Non, mais c'était une idée que nous avions proposée de façon effectivement à alléger tout au long de l'année, plutôt que de se retrouver avec d'un seul coup à verser des sommes, même pour eux. Comme on s'est retrouvé d'un seul coup à verser des sommes, oui. sur cette idée-là, c'est effectivement une bonne idée. Par contre, ce que nous avons fait comme choix l'année dernière, c'est de maintenir un niveau important les dépenses d'entretien de voirie, de réseau et de bâtiments, notamment l'entretien des routes, avec les pointes à temps, parce que là, pour le coup, il y en avait vraiment besoin. Et en plus, ça permet de conserver le patrimoine communal dans un bon état général. Et pour un grand nombre d'entre elles, ça nous permet de percevoir ce qu'on appelle le fonds de compensation de la TVA l'année suivante. Donc là, c'est pas la double peine, c'est le double gain. Donc l'objectif de cette année, mais plus vraisemblablement des années
suivante, et non pas précédente, une petite erreur de plume dans le document, c'est d'atteindre une épargne de 250 000 euros. Donc, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, on était à peu près autour de 200 000 euros. L'objectif, ça serait vraiment de pouvoir pérenniser une épargne, donc une différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement de 250 000 euros, parce que ça permet d'abonder l'autofinancement et donc l'investissement. Voilà, c'est un objectif, il peut paraître ambitieux, mais il faut parfois se donner des objectifs ambitieux pour avancer. Donc, en matière d'endettement, bon, je ne reviendrai pas sur l'encours de la dette, hein, qui a augmenté, notamment pour financer des investissements, ce qui s'entend. Donc, en 2021, nous avons un encours de dette encore de 1 237 576 euros. Nous devrions connaître une baisse substantielle des annuités de dette l'année prochaine avec la fin de l'emprunt de la salle polyvalente. Alors, on a commencé à travailler sur le budget d'investissement, mais on le développera plus précisément lors du budget primitif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2021, nous avons identifié déjà certaines dépenses d'équipement, donc la réalisation d'une aire de jeu, la mise en œuvre du plan école numérique rurale à l'école publique, la réfection du toit de l'atelier municipal et les travaux d'aménagement du local commercial. Donc, les travaux d'aménagement du local commercial, donc les travaux ex-Johanna, ce sont des travaux qui sont imputés sur le budget qu'on appelle le budget annexe, mais en fait, ils impactent quand même le budget principal parce que le budget annexe ne peut pas s'équilibrer, donc il faut ce qu'on appelle une subvention du budget principal au budget annexe. Pour toutes ces dépenses, nous avons demandé des subventions. Donc, pour le plan école numérique rurale, donc notre candidature, la candidature de la commune a été retenue. Donc, nous serons subventionnés à hauteur de 50%, dans une limite de 14 000 euros. Pour l'instant, pour le toit de l'atelier municipal, nous avons la subvention de département qui est fléchée à percevoir en 2022, mais on espère que malgré tout, on pourra quand même faire les travaux dès cette année. Et puis, pour l'aire de jeu, nous avons demandé une subvention à la région au titre du bonus relance. Ça semble en bonne voie, mais voilà, on attend la confirmation officielle. Donc là, on aurait 50% des dépenses de prise. Quant aux travaux d'aménagement du local commercial, nous avons également fait une demande de subvention à la région, mais là, ça a été retoqué, si vous me permettez cette expression, parce que ils sont partis du principe que comme on avait touché des revenus à terme, ça ne nécessitait pas une subvention. Voilà. Simplement, dernière petite illustration. Donc, dans le document que vous avez reçu, il y a eu deux petits graphiques. Donc, notamment, ce vidéo est intéressant. Donc, on voit quand même que globalement, alors 2020, les chiffres sont exacts. 2021, 2022, 2023, c'est de la perspective, mais on constate quand même qu'on arrive à améliorer notre épargne et on va essayer de poursuivre cet effort pour que la courbe soit encore plus droite que celle qui est sur le prévisionnel. On voit également sur le tableau du bas l'évolution de notre taux d'épargne par rapport au seuil d'alerte et au seuil limite. Donc, nous avons dépassé à la fois le seuil d'alerte et le seuil de limite et on peut vraiment partir du principe qu'on a mangé notre pain noir, comme on dit, c'est-à-dire qu'on aura eu deux premiers exercices peut-être un peu difficiles pour plein de raisons. Les raisons liées à la dette, la raison liée au Covid, la raison liée à plein de choses, mais qu'à partir de 2022-2023, nous devrions pouvoir commencer à refaire des investissements un peu plus conséquents. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Concernant donc la subvention pour les travaux d'aménagement du local commercial, au niveau de la Concom, puisqu'il était attribué par le passé, montant qui n'était pas exorbitant, mais… Oui, mais c'est des dispositifs qui n'existent plus. Hein. Ça a été balayé. Oui, c'est quand ça a été, quand il y a eu, notamment, ça existait du temps du pays des couleurs, mais quand il y a eu la fusion, ça n'a pas été retenu. Non, c'était du temps de la CCBD. En tout cas, là, il y a plus de dispositifs qui existent. Puisque c'est Christian de Montalieu, le maire Montalieu, Giraud. qui s'occupait de la fusion. Mais là, pour le coup, il y a… Parce qu'il y a eu un dossier de fait, même 2 sur 5 tonnes moins 7. Oui, mais pour le coup… La boulangerie… Mais là, pour… Je le dis. Ouais. En plus, ce n'est pas le dernier commerce. Vous êtes bien placé pour savoir. Je suis bien placé pour te dire que justement, le dispositif n'existe plus. J'apprends. Voilà. Ok.
Merci Frédéric. Pas d'autres questions? Très bien. Nous allons passer aux délibérations. Délibération numéro 1 concernant la rémunération des animateurs BAFA au centre de loisirs Le Moulin. Alors, en fait, nous rémunérons, puisque c'est toujours actuel, les animateurs qui interviennent au Moulin sur la base de, pour ceux qui sont titulaires du BAFA, de 50 € par jour. Et pour les stagiaires et les non-diplômés, ils avaient 21 € par jour. Or, au niveau de la communauté de communes, il y a un autre tarif qui est en place, et également au centre social Jean Bedet. Alors, au niveau de la communauté de communes, les titulaires du BAFA touchent 60 € par jour, pour les stagiaires et non diplômés, 45 €. Au niveau du centre social Jean Bedet, pour les titulaires, 62 €, pour les stagiaires, 51 €. Alors, la difficulté que nous rencontrons avec nos tarifs qui sont très nettement plus bas, c'est la difficulté à recruter des animateurs lorsque nous en avons besoin pendant les vacances. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous nous alignions non pas sur le centre Jean Bedet, mais sur les tarifs de la communauté de communes, d'abord dans l'idée d'une mutualisation des tarifs qui tôt ou tard arrivera, et puis parce que ça semble plus logique, en tout cas, de partir là-dessus. Donc, ce serait 60 € par jour au lieu de 50 pour les titulaires du BAFA, et 45 au lieu de 21 pour les stagiaires et les non-diplômés. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Alors, qui est pour? Merci. La délibération numéro 2 est une petite délibération portant sur la modification de la commission des commissions. Il convient de modifier la commission ENS, espace naturel sensible, et la proposition qui est faite ce soir, c'est d'ajouter Frédéric Géhin dans cette commission, puisqu'il reprend le dossier avec moi, mais moi je suis déjà dans la commission, donc je propose de voter l'arrivée de Frédéric dans cette commission. Qui est pour? Merci. Simplement une information donc pour préciser que même si le conseil intérim seulement maintenant, on a quand même commencé un peu à travailler avec Catherine. On a rencontré de nouveau Monsieur Piola que Grégory avait déjà rencontré. On s'est inscrit tout à fait dans la continuité de l'action de Greg. Ce qui a été convenu, c'est que nous allons faire une réunion d'information à destination de l'ensemble du conseil municipal et de la commission municipale ENS, qui aura lieu donc le mardi 2 mars à 18 h, dans lequel M. Piola, donc, qui est technicien du département, va nous présenter ce qu'est un ENS, voilà, pour vraiment que tout le monde ait le même niveau d'information. À cette réunion, donc, outre les personnes invitées que j'ai citées, participera également M. Morel, qui est le maire de Trèbes, parce qu'il y a des ENS sur sa commune, dont un qui fonctionne très bien, qui s'appelle Les Communaux, je crois. Et on a également invité notre future stagiaire, Marjorie Nury. Non, Pauline, pardon. Marjorie, c'est quelqu'un d'autre. Pauline Nury, qui va faire un stage à la commune justement sur cette thématique-là. Donc voilà, une réunion d'information à 18 h, qu'on espère en présentiel, parce que c'est quand même mieux qu'en visio. Voilà. Je rajoute que Pauline Nury donc, est une stagiaire qui est en BTS agricole et qui va faire un stage de 3 mois à compter du 3 mai. Son maître de stage sera donc François Manon. Et je l'ai rencontrée aujourd'hui et on a signé la convention. Voilà. Donc, elle travaillera sur l'inventaire, notamment, c'est à affiner, sur l'inventaire de la faune et de la flore de l'ENS, enfin dans le Marais, sur des animations qu'elle proposera
au niveau des 2 groupes scolaires. Et puis peut-être éventuellement aussi sur la petite bordure qu'il y a en face de la mairie, là, entre les parkings et la route, pour les remettre peut-être un petit peu au bout du jour, les rénover. Voilà, tout ça sous la houlette de Joanie Piola et de François. J'ai fait voter, je sais plus. Oui, c'est vrai. C'est voté. C'est tout. Ah oui. Voilà, la délibération numéro 3. J'étais un petit peu perdue dans mes dossiers là. Je vous demande de m'autoriser à signer une convention avec l'Éducation nationale concernant justement ce label école numérique. Nous avons donc, Frédéric vous l'a dit, sommes dans les communes éligibles, en tout cas pour percevoir une subvention de 50% d'un montant de 14 000 € maximum pour équiper les classes de l'école publique de vidéoprojecteurs interactifs. Mais préalablement à l'achat, à la commande, à la mise en place, il va falloir signer une convention avec l'Éducation nationale, convention que nous n'avons pas encore reçue, et nous pourrons donc aller vers cet équipement lorsque cette convention sera signée. Alors, pour aller plus vite, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention dès que nous la recevrons, et ce qui nous permettra d'avancer sur le projet. Voilà. Qui est pour? Merci. Nous en avons donc fini avec les délibérations. On va faire un petit tour avec le compte-rendu des commissions, compte-rendu de la communauté de communes également. Et puis, ensuite, nous aborderons les questions diverses. Qui commence? Communauté de communes, Sophie? Je te laisse prendre la parole sur les différentes, notamment sur les projets que tu suis toi. Oui, alors, lors du dernier conseil communautaire, il y a eu plusieurs décisions qui ont été, plusieurs délibérations qui ont été prises. Donc déjà, une remarque d'ordre général, le conseil communautaire, lors de sa dernière séance, a voté le principe de délégation de décision au bureau et au président. Donc l'objectif, c'est d'avoir des conseils communautaires non pas plus courts, mais où les points un peu techniques, un peu de détail, les ventes de terrain, les modifications à l'alinéa 4 soient traités par le bureau et que dans la même durée, on ait vraiment des débats de fond et des débats fructueux sur l'avenir du territoire. Donc ça, c'est un préalable. Il y a effectivement plusieurs délibérations qui ont été votées. Donc, il y a eu d'abord l'adhésion de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné au TE38, ce qui n'était pas le cas auparavant, en sachant que l'adhésion d'un EPCI est gratuit pour le TE38. Enfin, ça ne coûte rien à la collectivité d'adhérer au TE38. Donc, c'était un peu une anomalie liée peut-être à des dissensions entre l'ancien exécutif et le TE38. En tout cas, nous avons fait le choix, le nouvel exécutif, d'adhérer au TE38 parce que c'est un outil qui nous semble très important en matière de transition écologique et de transition énergétique, en matière de conseil aux collectivités pour optimiser les dépenses d'énergie. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le budget. Donc voilà. Donc ça, cette délibération a été prise. Nous avons aussi délibéré pour adhérer à la GEDEN. Donc la GEDEN, c'est une association départementale qui intervient beaucoup pour informer les particuliers sur là aussi les dépenses énergétiques, la mobilité douce, voilà. Et ça va surtout être l'opérateur de notre service public de la performance énergétique de l'habitat, qui consiste à aider les particuliers à rénover leur logement, donc avec des conseils techniques, financiers et aussi des visites sur place.
Et la troisième délibération d'importance, c'est à l'unanimité, je tiens à le signaler, c'est que la communauté de communes va prendre la compétence mobilité. Donc mobilité, alors pas les mobilités, pas les bus, hein, pas les lignes de transport régulier qui resteront la compétence régionale, mais tout ce qui est mobilité, mobilité douce, mobilité solidaire, mobilité alternative, vont désormais être de la compétence communautaire, à condition que les communes entérinent ce choix. Mais comme ça a été précisé dans l'article qui est paru dans la presse, avec une délibération prise à l'unanimité, ça serait étonnant que ça soit déjugé. Donc voilà, c'est vraiment une décision qui n'est pas totalement dénuée c'est vraiment du sens qu'on a fait en toute connaissance de cause. Il faut savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes n'était pas forcément favorable à ce que les intercommunalités prennent la compétence. Nous, on a fait ce choix parce qu'il nous semble que la communauté de communes, c'est vraiment l'échelon le plus pertinent pour les actions de mobilité. Encore une fois, les actions de mobilité les plus locales, les plus proches du terrain. Voilà. Donc, c'est une information que je tenais à leur dire, d'autant plus que nous aurons, lors d'un prochain conseil à délibérer, pour entériner cette prise de compétence. Voilà. Je ne sais pas, tu voulais compléter, Sophie? On a aussi, le président nous a aussi parler des différentes commissions Oui. qui vont être instituées. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est que toutes les communes ont répondu à l'appel de la communauté de communes, qu'il y a plus de 400 conseillers communautaires qui seront présents dans ces commissions. Et donc, il y aura des commissions thématiques, une commission transversale qui va faire des recommandations. Ces recommandations seront présentées en bureau communautaire. Et ensuite, il y aura un débat en conseil communautaire et une décision quant aux recommandations. Donc, on est vraiment sur le principe justement du débat d'idées. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des conseils communautaires qui soient beaucoup plus participatifs. Oui, c'est ça. Par exemple, sans vraiment spoiler, comme on dit, le prochain conseil communautaire, je crois qu'il y a 4 points à l'ordre du jour. Mais un de ces points, c'est le DOB, donc le débat d'orientation budgétaire. Donc, ça veut dire qu'on pourra prendre le temps, espérons-le, pour discuter des orientations budgétaires de la collectivité. En plus, on va essayer d'avoir une présentation non plus uniquement par chapitre budgétaire, mais aussi par politique publique. C'est-à-dire, on met temps pour l'environnement, temps pour la jeunesse, temps pour les services à la population. Donc, voilà. Effectivement, la proposition qui avait été faite des comités de travail, c'est 21 comités de travail dans lesquels on trouve beaucoup de corps mollinois d'ailleurs. Ça me réjouir que vous ayez joué le jeu. Finalement, ils ont connu un assez grand succès parce que. Voilà. Et puis c'était certainement un besoin, quoi. Donc il ne devrait pas tarder à se réunir. Moi, voilà, je vous sais impatient, donc je vais lancer mes collègues pour que ça débute. Moi, celui que j'anime, il se réunit la semaine prochaine déjà. Il se réunit mercredi prochain sur l'animation du plan climat et surtout comment on peut fédérer toutes les actions, à la fois des communes, mais aussi émanant des différentes délégations. Donc voilà, mais ça ne va pas tarder, rassurez-vous. Tu as une petite idée de l'organisation de ces réunions, le rythme, l'horaire? Alors, le président a dit, chaque vice-président, open bar. Okay. Donc, il peut aussi bien faire une réunion classiquement un soir à 18h. Ça peut être entre midi et deux, en visio. En fait, l'objectif quand même, ce qu'il a demandé à chaque vice-président animateur de comité de travail, c'est que justement lors de la première réunion, qui aura peut-être lieu sur un schéma classique, les membres du comité de travail soient sollicités pour dire comment vous voulez bosser, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans l'organisation et c'est sûr qu'à un moment, il y aura peut-être des loupés, des réunions qui vont avoir lieu en même temps, mais bon, voilà, c'est bien. Merci. C'est bon, Sophie, pour la communauté de communes? Bon, au niveau des diverses commissions, qui veut prendre la parole, dire...
Donc les travaux de rénovation du local de Johanna Beauté continuent. A priori, si tout se passe bien, on devrait avoir terminé, allez, soyons prudents, mi-mars, donc c'est bien. Les services techniques ont terminé la rénovation, enfin la pose du sol au dernier étage de la mairie. Alors, à titre d'information, c'était un sujet qu'on abordait tout à l'heure. Si on l'avait fait faire par une entreprise extérieure, il y avait entre la mairie et les nouveaux les appartements rénovés, il y en avait à peu près pour presque 6 000 €. Et là, on a eu 2 000 € de fourniture. Voilà. Donc, faire réaliser des travaux par les services techniques, ça coûte 3 fois moins cher. Voilà. C'est terminé pour l'instant. Ah oui. Tu voulais en parler d'avant? Donc, concernant le local de l'ancienne boulangerie qui va être vendu à une ostéopathe, le compromis de vente a été signé et elle a obtenu ses prêts. Donc, elle nous a envoyé un mail cette semaine pour dire que le prêt était accepté. Donc, on attend juste les travaux de raccordement pour ensuite entériner la vente et que ça puisse commencer. Donc, elle souhaiterait commencer son activité en début d'été. Enfin, c'est entre le début et la fin de l'été. Voilà. Alors, concernant les autres travaux, entre guillemets, courants, le clocher de l'église a été réalimenté en électricité, le cadran de l'horloge a été changé et le mécanisme donne maintenant l'heure à la minute près. C'est un petit bout de temps que ça durait, donc on a réussi à faire ça cette semaine. Vous avez pu constater peut-être que les travaux de la fibre initialement prévus en janvier n'ont pas encore commencé et qu'il n'y a toujours pas de date de fixée pour l'instant. Suite à notre décision de mettre en agglomération une partie de la route du Bugnon, on a eu plusieurs remarques, notamment sur un autre quartier, l'autre entrée de Corbelin qui se situe en venant de Gragneux. Donc on va avoir aussi une réflexion sur cette zone-là où il y a un arrêt de bus qui est situé en plein virage et puis qui soucie quelques Corbelinois. Des gros déchets actuellement à côté des centres de tri, parce que maintenant, ce n'est plus des petits déchets, c'est carrément une voiture qui est mise en déchetterie. Donc, la gendarmerie a été avisée aujourd'hui, ils sont venus, les véhicules n'étant pas volés, ça va être à nous de les faire enlever, malheureusement. Et les propriétaires? Et les propriétaires risquent pas de répondre, parce que les immatriculations correspondent à aucun numéro de série connu. Donc, voilà, c'est malheureusement les tristes incivilités qui ne sont pas que à Corbelin. Quelques travaux de voirie et quelques petites maisons en pisait qui ont malheureusement subi quelques dommages avec les conditions météo actuellement. On en est actuellement à 2, plus une troisième qui va sûrement venir route de la Chèvre. Voilà, pour ma part. Et aussi, commission plan communal de sauvegarde, ça avance aussi. La deuxième réunion a eu lieu et ça devrait pas tarder à déboucher sur un projet de plan. Juste concernant la maison occupée de la route de la Porte, là, oui. Du coup, c'est sur une voie, ça va rester combien de temps quand il y a un panneau et tout? Enfin, je trouve ça un peu dangereux parce que. Là, il n'y a pas de feu, là. Alors, si, il y a des panneaux, mais bon, les gens. Enfin, c'est un peu dangereux, quoi. Et je passe souvent par là. Là, c'est le département qui a signalisé de cette façon. Et pour l'instant, oui, c'est pas la commune. On avait demandé autre chose. Non, ça suffisait. Il y a pas de personnes. Ouais, c'est un peu. Là, je passe 2 fois par jour là-bas. On avait même demandé une intervention pour qu'une partie
partie du mur de la grange soit tombée pour que la hauteur soit moins importante, parce qu'il tombe sur toute la route. Et d'une manière générale, et le propriétaire et le département du non, c'est pas là. Ok. D'accord. Oui, mais bon, on met une mise que c'est dangereux. Bah, après, l'arrêté de péril n'était peut-être pas justifié parce que globalement la toiture est tombée, donc ce qui devait tomber a été purgé. Mais clairement, je pense que ça va durer un certain temps parce qu'on n'est pas sur un schéma de reconstruction, il faut que les assureurs interviennent, les experts passent, enfin, voilà, ça va de durer un peu là aussi. Enfin, c'est une bonne remarque, mais si le département ne peut pas faire plus, ok, mais malgré tout, la commune a quand même une part de responsabilité pour assurer la bonne circulation, mais ce qui impliquerait de dépenser et faire des locations de feu pour pouvoir alterner, mais voilà, c'est des coûts supplémentaires. Alors, si ça dure pas mal. Si ça dépasse les délais habituels, on posera la question et le département pourra intervenir de nouveau, effectivement. Toujours problématique, quand on est sur une départementale, on n'est pas, enfin vous le savez, on a les mains liées, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Et en même temps, on doit assurer la sécurité et la bonne circulation. Voilà. Donc, les travaux qui ont lieu en route du César des Villes, à partir d'aujourd'hui, pour couper la route, ils avaient été signalés oui. Pareil, c'était un petit peu léger au niveau. C'est juste aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui. Il y a une déviation qui a été mise en place, parce que c'est mardi soir qui a été décidé pour les travaux. La dernière fois, ça avait duré. Non, là, les travaux sont de maximum 3 jours et ils nous ont dit que ça durait 8 jours. Oui, moi, je vais juste vous parler un petit peu de la commission système d'information. Donc là, il y a le gros projet de migration des boîtes mail sur Microsoft 365 qui va avoir lieu ce week-end. Donc, pour rappel, c'est un outil qui va nous permettre, qui va permettre aux employés communaux, notamment, de pouvoir travailler en distanciel, en télétravail, si nécessaire. Actuellement, tous les métiers de la mairie sont déjà en ligne. Donc là, on va passer aussi sur le logiciel en ligne pour tout ce qui est fonctionnement et communication interne. Donc, ça va aussi améliorer la communication interne entre les employés et les élus. Voilà, donc il y a une formation qui va avoir lieu demain pour les employés de mairie, que j'assurais. Comme vous avez tous reçu normalement un mail pour la formation de dimanche, donc pour ceux qui n'ont pas répondu, donc je considère que vous ne souhaitez pas disposer de l'outil. C'est avoir une boîte mail et puis disposer de la suite Office basique, Word, Excel et PowerPoint, plus Outlook en ligne. Et disposer de Teams aussi, mais bon, pour avoir un calendrier partagé et pouvoir s'organiser plus facilement. Bon, c'est pas du tout indispensable pour les conseillers municipaux. Si vous jugez pas utile de l'avoir, c'est pas un souci. William Maire a souhaité l'avoir, donc il va l'avoir. Du coup, William, vu qu'il ne peut pas être là dimanche, si tu as besoin, tu veux qu'on se voie un autre jour, semaine du 15 février, on peut trouver un créneau. Je pourrais, si tu en as besoin, évidemment. Je pensais qu'on en avait pas, mais on n'en a pas besoin. Bah, si tu es déjà à l'aise avec ce genre d'outil, ce n'est pas nécessaire. Ah non, mais tu as le droit de le prendre, il n'y a pas de souci. Non. C'était au choix de chacun. Voilà. Est-ce que tu voulais qu'on parle un petit peu de la mobilité, les deux candidatures qui ont rien donné? Concernant les services civils, oui. Si j'ai une candidature une candidate que je vais rencontrer, je pense, en visio la semaine prochaine, avec Guillaume Châtaignier, qui est la personne d'unicité qui nous suit et qui nous aide, qui nous a aidé à déposer l'offre d'emploi pour le service civique. Pour l'instant, on a une candidature, donc on verra.
Si jamais on n'arrive pas à recruter, bon, je me dis qu'on n'est pas si pressé que cela et qu'on pourra repousser les dates de ce qu'on propose, hein, du contrat qu'on propose, et notamment peut-être, si vraiment on n'arrive pas à recruter là maintenant, le repousser carrément pour que ça débute en septembre, parce que là, il y aura peut-être plus de personnes qui seront intéressées pour débuter en début d'année, des étudiants, ou, voilà. Donc, on en est là pour l'instant. Mais si par exemple, je ne parle plus de la semaine prochaine, ça passe, par contre, il voulait travailler par deux. Oui, mais on peut le faire avec une seule personne, en fait. D'accord. Oui, c'était bon. C'était mieux, mais oui. Voilà. Si on fait affaire. Voilà. Pour moi, c'est bon. Vous voulez parler de la fibre maintenant? Oui. Ok. Oui, alors je vais revenir sur un sujet. Je ne vais pas vous parler de la fibre, puisque on sait que la fibre ne sera pas opérationnelle à Corbelin avant 2024, si tout va bien. Je partirai plutôt sur 2025. Mais il faut savoir quand même qu'il existe quand même des solutions alternatives à la fibre qui pourraient être intéressantes pour la commune. D'une part, parce qu'on a des personnes qui sont en situation de fracture numérique. Nous avons, dans le contexte actuel de cette crise sanitaire, du confinement, du côté, etc., donc on ne sait pas combien de temps les choses vont durer, mais on peut avoir une population avec soit des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école parce que effectivement les écoles peuvent être fermées ou autres. Nous avons des étudiants qui très souvent vont faire leur formation en distanciel, etc. Nous avons des consultants libéraux, il y a des entreprises. Donc l'idée, c'est d'étudier, de proposer à toutes ces personnes, à toutes ces entreprises, à toutes les personnes qui sont dans des activités libérales, des solutions alternatives qui permettraient de pouvoir utiliser d'autres outils que la fibre, puisqu'on ne peut pas l'avoir avant 2024. Donc, on a envisagé, on pourrait prévoir un centre de coworking ou autre, mais avant de faire quoi que ce soit, ce qui est important, c'est peut-être déjà de recenser le besoin sur la commune pour voir quelles sont les populations et les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, on ne va pas parler de la fibre, mais encore une fois, on peut avoir des systèmes aujourd'hui qui pourraient être installés. On a des antennes à disposition. Il y a des opérateurs qui peuvent proposer des solutions aussi qui pourraient être intéressantes. Mais avant toute chose, encore une fois, il faut qu'on fasse une évaluation du besoin. Alors moi, nous avons réfléchi et je voudrais vous mettre tous, vous solliciter. Je vais vous donner ce document. Je vais vous demander de prendre un feuillet chacun. En fait, il serait intéressant que pour chacun d'entre vous, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, chez vous, au cours d'une semaine, quel que soit le moment, sur une journée, ou sur plusieurs journées dans la semaine, mais à des horaires, des tranches horaires différentes, que vous fassiez simplement un test Internet pour voir un petit peu les taux à la fois d'émission et de réception. D'accord ? Si vous pouvez faire ce test sur une journée, par exemple, alors il serait intéressant de le faire sur 4 tranches horaires. La première qui pourrait se situer dans une fourchette allant entre 8h et 9h30, la seconde entre 10h30 midi, la troisième 13h30 15h et la quatrième 16h30 18h. D'accord ? Donc, sur une journée, faire 4 tests à ces horaires différents. Sur le document, le mode opératoire est très simple. Hein. Je l'ai fait moi-même. C'est pas quelque chose, même pour les personnes qui ne connaissent pas l'informatique, c'est ultra facile. On va sur Google, hein, on va taper speed test en un seul mot, et vous cliquez simplement sur lancer le test. Et ça se fait tout seul automatiquement. Donc vous allez avoir un chiffre qui va apparaître avec du côté ce que vous avez en émission et ce que vous avez en réception. D'accord ? Et à partir de là, simplement, vous faites une capture d'écran. Hein.
CTRL-C, CTRL-V ou impression écran, suivant le matériel informatique que vous avez. Et que je vous demanderai, une fois que vous avez fait ce test 4 fois à 4 moments différents dans la journée, vous pouvez conserver. Et ça serait bien de me les envoyer par mail. On va dire, si vous êtes d'accord, bon, je pense qu'il n'y a pas le feu non plus, mais on pourrait dire aux alentours d'ici le 20 février, de façon à ce que je puisse recenser, puisque vous êtes tous sur la commune, mais sur des endroits différents, ça permettra de faire une cartographie précise de ce que nous avons. D'accord ? Et à partir de là, effectivement, nous avons ensuite la possibilité, nous avons déjà vu ça avec Catherine et Frédéric, pour lancer une opération et voir un petit peu, ensuite envoyer un mail aux entreprises et à toutes les personnes que cela qui pourraient être intéressées, de façon ensuite mesurer, évaluer exactement les besoins. Et en fonction de ça, effectivement, on pourra envisager peut-être de mettre en place des solutions alternatives. Et ça peut être intéressant parce qu'encore une fois, si on avait cet espace où les gens peuvent utiliser l'informatique et des connexions à Internet plus rapides que celles que nous avons, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand je veux faire des opérations professionnelles à la maison avec mon ordinateur, c'est affolant. Hein. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va concerner tout le monde. Par contre, il faut quand même penser aussi, c'est qu'on est dans une période, dans une époque, les choses évoluent énormément. Alors, il y a parmi nous, effectivement, moi-même, je ne suis pas un des plus jeunes, mais aujourd'hui, et de plus en plus, on va aller vers ces solutions. Et l'informatique, Internet, le haut débit, la fibre, etc., ce sont des choses qui vont rentrer de plus en plus dans notre quotidien. Et on va avoir besoin de ça pour fonctionner. Sinon, on va être très, très vite mis de côté. Voilà. Donc, si vous pouvez faire ce petit test 4 fois dans la journée, des moments différents, de préférence un jour de semaine, c'est mieux, parce que c'est peut-être là où il y a le plus d'activité. Et puis ensuite, donc vous m'envoyez tout ça par mail. Alors, on vous explique comment faire la moyenne. Si vous ne voulez pas faire la moyenne, ne vous embêtez pas, vous m'envoyez vos captures d'écran. Oui, on peut envoyer également, voilà. Si vous ne savez pas faire des captures d'écran, les chiffres, ça ira très bien. Bon, merci Alain. Merci. Qui d'autre Oui, je veux simplement dire qu'on n'a pas de chance avec ce Covid parce que c'est les 20 ans de la médiathèque précisément cette semaine et on n'a rien pu organiser puisque déjà elle est ouverte, c'est déjà très bien, mais bon, l'année n'est pas terminée et on espère que d'ici la fin de l'année, on pourra organiser quelque chose, mais on est désolé parce que pour ce qui est de la culture, il ne se passe pas grand-chose malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Moi, je voulais faire un petit point sur la vaccination contre la Covid, puisque il y a sur notre communauté de communes, sur tous les mercredis, un point sur la vaccination est fait pour les maires qui le souhaitent. Donc, c'est une conférence téléphonique faite avec Jean-Yves Grenier, le président, et Annie Pourtier, vice-présidente de la Comcom, et qui nous dit où on en est sur la vaccination et notamment sur notre territoire. Alors, je vous dis très rapidement là où on en est à ce jour. J'ai eu la conférence hier soir. Dans l'Isère, donc il y a 14 centres de vaccination ouverts, soit 2 de plus que la semaine dernière, mais le problème récurrent, c'est le manque de vaccins. Il n'y a pas de vaccin. Bon, pour l'instant, chaque centre reçoit entre 20 et 60 doses par jour, ça dépend des centres. Pour exemple, la maison pluridisciplinaire de santé de Montalieu-Versieux dispose de 40 vaccins jour. Cependant, à partir de la semaine prochaine, le nombre de primo-vaccinés, c'est-à-dire ceux qui seront vaccinés pour la première fois, va être divisé par 2, alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup.
parce qu'il va y avoir la vague des deuxièmes injections qui arrivent. Donc, il faut se dire qu'encore pendant quelques semaines, en tout cas tant que les vaccins n'arrivent pas, cette vaccination, et c'est pour les plus de 75 ans, se fait un petit peu au compte-gouttes. Dans l'Isère, on est toujours sur le vaccin Pfizer. Il n'y a que ça dans l'Isère. Il y en a d'autres, de vaccins en France, par exemple le Moderna, mais qui est réservé aux régions qui sont les plus touchées. Alors, néanmoins, sur notre territoire, il y a des médecins qui sont en lien avec la Comcom, mais surtout avec l'ARS. Ils s'organisent pour être prêts parce qu'un jour ou l'autre, les vaccins vont finir par arriver. Et là, il faudrait être dans les starting blocks pour pouvoir vacciner les gens qui le souhaitent. En tout cas, c'est l'ARS qui décide de l'ouverture des centres de vaccination parce que c'est hyper compliqué, ces vaccins, en tout cas celui qui est utilisé actuellement, tant au niveau de la conservation que du transport. Et la logistique est effectivement extrêmement complexe et compliquée. Par exemple, pour le centre de Montalieu, ils ont recruté pour ce temps de vaccination une employée administrative à plein temps. Parce que d'abord, il y a un suivi de chaque vaccin qui est fait très, très précisément. Enfin, il y a tout un bazar du début à la fin autour de cette vaccination. Alors, par ailleurs, les vaccinations par une équipe mobile se poursuivent dans les EHPAD et dans les résidences en autonomie. Pour nous, ce qui nous touche d'un peu plus près, à la colline aux oiseaux, aux Avenières, il y a 25 résidents sur les 26 qui ont accepté de se faire vacciner. La vaccination aura lieu demain, le 5 février. Par ailleurs, alors, à notre niveau, maintenant, au niveau de la commune, on a envoyé avec les vœux du maire qui n'ont pas pu se dérouler en présentiel, je les ai envoyés aux personnes qui ont reçu les colis de Noël. On leur a envoyé par écrit, parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas forcément accès au site, etc. Et on avait mis également une petite information sur la vaccination. Et s'ils le souhaitaient, ils pouvaient bien sûr se mettre en lien avec le service social de la commune pour dire quelles étaient leurs difficultés. Alors, à ce jour, sur la commune, j'ai fait le point ce matin avec Estelle, il y a 20 personnes de plus de 75 ans donc, qui ont demandé à être aidées pour prendre des rendez-vous, sachant que les rendez-vous, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Et sur ces 20 personnes, il y en a 7 qui auront besoin d'être pris en charge pour le transport quand la situation le permettra, quand on pourra prendre des rendez-vous. Donc, je fais un petit appel aux conseillers municipaux là, qui le souhaiteront, qui le pourront accompagner à un rendez-vous les personnes qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Alors, il y en a un à Montalieu et un à Bourgoin. Bourgoin, c'est un centre départemental. Au niveau de la communauté de communes, ils nous orientent plutôt sur Montalieu. Mais j'ai regardé encore hier soir sur Montalieu, il n'y a aucune possibilité de prendre des rendez-vous. Donc, j'ai demandé à Estelle de téléphoner par contre demain, ou enfin dans les jours qui viennent, on n'est pas. De toute façon, il n'y a pas de vaccin, mais au numéro départemental pour voir s'il y avait des possibilités, notamment pour peut-être prendre des groupes, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien compliqué et on sent qu'il y a quand même une attente chez les personnes âgées qui souhaitent, qui ont peur et qui souhaitent se faire vacciner. Voilà. Donc, si vous avez ensuite des créneaux, quand la situation se décoincera, faites-vous connaître et puis comme ça, on orientera les gens par 1 ou 2 ou 3 selon les possibilités pour les amener soit à Bourgoin, soit à Montalieu. Catherine, tu dis qu'on se fasse connaître, oui, je suis pour, mais ça serait bien que dès l'instant où il y a quelque chose, qu'on soit alerté. Bien sûr. Hein, bien sûr, oui. Non, mais le point là, on a un point hebdomadaire, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, pour l'instant, ça ne se décoince pas vraiment au niveau de l'arrivée des vaccins. Tout le reste, c'est plutôt bien. Il y a la communauté de communes aussi qui fait des propositions, qui a proposé au département, à l'ARS,
de plutôt travailler avec des équipes mobiles. Donc, pour l'instant, voilà, on ne peut pas le faire, mais les médecins sont très, très mobilisés également. Il y a Treptow qui a une maison pluridisciplinaire de santé qui avait proposé d'être centre de vaccination, mais l'ARS pour l'instant a refusé. Mais oui, mais là, ça a l'air encore plus compliqué que d'habitude au niveau de la conservation de ces vaccins. William? On peut parler de nos disponibilités à qui, du coup, à Marie-Hélène ou Oh, ben, je pense que Estelle, oui, parce qu'elle recueille tout dans un document entre les besoins et les propositions, du coup. Merci. Alors, qui d'autre veut prendre la parole? S'il n'y a personne, moi je pose un micro. Hein. Ah bon, c'est pour l'enregistrement. Hein? Pour l'enregistrement. Merci. Je veux évoquer concernant la protection fonctionnelle, mais je ne veux pas ouvrir un débat, et bien entendu. Tout d'abord, vous m'avez demandé de sortir, ce qui était éventuellement votre droit, peu importe. Je suis sorti, je n'ai pas pris froid et je suis là à nouveau. Mais c'est dommage, parce que comme il y a l'enregistrement, il est bien évident, et le compte-rendu que j'ai écouté avec attention ce qui, sur Pocket, ce qui a été indiqué. Où là, on a les voix, etc. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que le premier qui a pris la parole, c'est M. Rittner, qui, tout au long du mandat que j'ai eu le plaisir de conduire, a été ironique sur les bancs, sur les côtés, ce qui est dommage, parce qu'il s'est mis, et il continue, il s'est mis dans une situation comme ceci. Seulement, influencer, c'est très facile, parce qu'il suffit de mettre les mots, mais les mots qui ont été mis, en tous les cas, ne correspondent absolument pas pour faire voter derrière cette protection fonctionnelle qui est obligatoire. Alors, bien entendu, je préférerais, d'ailleurs, je serais même prêt à demander la démission de M. Rittner, mais il est bien évident qu'il ne veut certainement pas démissionner. Mais j'espère qu'une bonne fois pour toutes, son comportement sera différent, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que M. Rittner, dans cette opération, indirectement a des liens avec le prévenu. Qui le prévenu a pris 2 mois de prison avec sursis, 2 fois 400 €, donc 400 € pour les 2 plaignants, 900 € d'amende et 2 fois 1 € au titre de la partie civile. Ce qui veut dire que cet élément important n'était pas du fait du maire et de son garde. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est très important. Si j'avais commis une faute, par exemple, et que dans une délibération, on dise ben, on s'abstient, on n'est pas d'accord pour la protection fonctionnelle. Non, mais c'est une façon de s'exprimer. Là, franchement, je suis très content que François ait pris la parole. Comme je l'ai dit, nous ne nous sommes pas du tout consultés parce que de toute façon, ce qui a été fait est fait, est enregistré, mais il faut prendre de la hauteur. Quand on est dans une collectivité, qu'on est à la tête d'une collectivité, on ne peut pas, il faut… Mais vous savez, j'ai quand même voté toutes les délibérations ici, sauf 2. Donc, par respect pour les valeurs républicaines, il me semble important que vous puissiez, quand il y a une particularité comme celle-ci, et après avoir eu tous les éléments bien étudiés, d'en tenir compte. Voilà, donc je voulais m'exprimer.
il est bien évident qu'il a été dit par une personne qui est Sophie Guy au pivot, qui partage les arguments de Lionel Rittner. Ça, c'est son problème. Peut-être qu'elle ne m'aime pas, mais ça, ce n'est pas un problème. Cependant, si le Conseil n'accorde pas ce soir cette protection, la commune risque d'être mise en défaut. Donc, quand vous avez une information comme ceci dans une discussion, il est grave déjà de s'abstenir. Madame le maire, elle a eu le courage d'être pour la protection fonctionnelle parce que dans l'avenir, je ne lui souhaite pas d'avoir des ennuis. Mais comme c'est de plus en plus difficile d'être maire d'une commune avec l'époque qu'on vit, je veux dire, il intéresse que quand même, voilà. Maintenant, vous avez dit que vous étiez pour parce que vous assumez par rapport à votre fonction, mais que vous rejoignez les autres à titre personnel contre. Ça manquait de la hauteur aussi. Donc, je le dis très simplement. Et je n'accuse personne, mais j'évoque un fait qui, j'espère, ne se reproduira pas. De toute façon, il est évident que je n'en reste pas là. Merci. Très bien. Donc, ce conseil municipal s'achève ce soir et je vous donne rendez-vous, alors je ne sais plus quand, le 11 mars. Le 1er mars, commission des finances. Voilà. Donc, il y a la commission des finances le 1er mars et le 2 mars, on vous redit cette invitation du conseil municipal et de la commission ENS. Et ça, il nous semble important dans ce conseil municipal de donner les informations à tous et d'être transparent. Et je vous rejoins, Monsieur Vial, sur le point que l'enregistrement permet d'entendre tout ce qui se passe. La transparence est quelque chose que nous apprécions également. Merci et bonsoir à tous. Merci.